Paul Lyonnais, vous êtes sociologue, sociologue du jeu, sociologue des jeux, sociologue du loisir, sociologue des loisirs, sociologue du sport, des sports. On pourrait peut-être commencer par définir les termes de jeu, de loisir, de sport. Pour parler du jeu, disons que ma source principale, c'est Roger Caillois, qui, à mon avis, a écrit un livre génial. J'utiliserai une seule fois le terme, qui s'appelle donc les jeux et les hommes, et qui distingue les catégories du jeu et les formes du jeu. Il distingue 4 catégories du jeu, la compétition, l'aléa, le simulacre et le vertige. Je reprends grosso modo ces 3 catégories en approfondissant les catégories que Caillois nous a données, en particulier la question de l'aléa, du hasard, puisque Roger Caillois se range à l'avis, disons, un peu conformiste de l'époque sur les paris sportifs, qu'il considère comme des jeux de hasard, et ce qui ne sont pas. Il faut distinguer, lorsqu'on parle de la catégorie du hasard, le hasard mathématique, qui suppose réunir un certain nombre de conditions, en particulier toujours les mêmes compétiteurs, imaginons des dés par exemple, ou un tirage de loto, toujours les mêmes épreuves, ce qui fait qu'à chaque épreuve, chaque numéro a la même chance de sortir que son voisin, et ce qui fait que le pronostic est impossible et qu'il n'y a pas d'histoire des compétitions. Il faut distinguer donc cet aléa qui est l'aléa mathématique d'un autre aléa qui est tout différent et qui est l'aléa de performance, qui est lié à la compétition même, à l'enchaînement des hasards de la compétition. Et cet aléa n'élimine pas la possibilité de faire des pronostics précisément. C'est une des modifications que je fais à la classification de Roger Caillois, mais cette classification de base demeure tout à fait juste. D'un mot d'ailleurs, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que l'ensemble des catégories du jeu sont présentes en fait dans toutes les pratiques de sport, dans tous les sports. C'est-à-dire dans chaque sport, il y a à la fois de la compétition, du hasard, puisque c'est le hasard de performance, il y a également des phénomènes de simulacre, et il y a des phénomènes de vertige qui sont liés généralement à l'enjeu, mais qui peuvent être également liés à la nature même de la compétition, s'il s'agit par exemple de faire de la vitesse sur un anneau de Formule 1. Donc il y a d'une part les catégories du jeu et il y a d'autre part les formes du jeu. Alors les formes du jeu, on ne va pas ici les détailler car ça nous entraînerait peut-être dans un exposé un petit peu long, mais disons que le critère essentiel du jeu qui permet de distinguer ce qui est jeu de ce qui n'est pas jeu au niveau formel, c'est la liberté d'entrer en jeu et d'en sortir. C'est ce fait que le jeu instaure une sorte de réalité seconde par rapport à la réalité du monde sérieux. C'est très important cette distinction naturellement entre les catégories du jeu et les formes du jeu, car les catégories du jeu sont présentes dans tous les domaines de la vie sociale et en particulier dans le domaine de la vie sérieuse. Par exemple, dans la politique, dans l'économie, les catégories du jeu sont présentes, il y a de la compétition, il y a du hasard, il y a naturellement du simulacre, il y a du vertige. Imaginons par exemple le jeu en bourse simplement, qui n'est pas donc un jeu, mais où sont présentes les catégories du jeu. Donc les catégories du jeu innervent en permanence l'activité humaine, mais elles ne sont prises dans les formes du jeu, là où il y a vraiment du jeu à proprement parler, que dans le loisir. On pourrait peut-être justement aborder la question du loisir. Vous développez des points importants sur le loisir. Voilà. Le temps de loisir, temps de travail, le tiers-temps contraignant. Le loisir, en fait, c'est une quantité de temps libre, de temps libératoire. C'est
c'est ce qui permet vraiment de le définir, c'est un temps libératoire des autres temps de contrainte de la vie sociale. La grande contrainte, c'est la contrainte du travail, la contrainte primaire. Alors, quand on fait une analyse des temps sociaux, on additionne le travail proprement dit avec le temps de transport pour aller au travail. Et il y a une troisième catégorie de temps, donc il y a la seconde catégorie de temps contraint, qui sont ce que j'appelle le tiers-temps contraint, et où il y a, par exemple, toutes les activités de reproduction domestique, d'obligations sanitaires, le fait d'aller chez le médecin, etc. Lorsqu'on fait une analyse actuelle de la répartition des temps entre le loisir, le tiers-temps contraint et le temps de travail, la hiérarchie est la suivante. Le premier temps, c'est le temps de loisir. Le second temps, c'est le tiers-temps domestique. Et le troisième temps, c'est le temps de travail. Cela dit, c'est une moyenne. Donc la caractéristique des moyennes, c'est de déréaliser la manière dont fonctionne en réalité l'articulation de ces temps dans la société. Et ce qu'on observe quand même, c'est que même si le temps de travail est aujourd'hui le troisième temps par rapport aux deux autres qui permettent de hiérarchiser l'ensemble de la masse, eh bien c'est le temps de travail qui demeure quand même le temps structurant de la société. C'est autour du temps de travail que s'organise la société, et en particulier d'ailleurs la vie sociale de ceux qui ne travaillent pas. C'est par exemple le temps de travail qui détermine les horaires du sport-spectacle, puisque c'est le moment où les gens qui ne travaillent pas peuvent se réunir avec les gens qui travaillent pour former visiblement une société. La grande erreur que l'on commet ordinairement, à mon sens, lorsque l'on parle du loisir, c'est de penser que c'est le contenu d'une activité qui définit le fait qu'elle est de loisir ou pas. Or, ce n'est pas du tout ça. Ce qui définit le classement d'une activité, d'un contenu d'activité dans le loisir ou dans un autre temps, c'est la forme qu'il prend. C'est la forme libératoire qui définit le caractère de loisir. On peut dire d'ailleurs donc d'une certaine manière que, par exemple, un match de football de haut niveau est un loisir pour les spectateurs, mais c'est un travail pour les sportifs professionnels et l'ensemble des professions qui gravitent autour de l'organisation de ce spectacle. Un autre point qu'il faut sans doute signaler, c'est que notre aptitude à avoir des loisirs n'est pas inépuisable. Et j'ai forgé d'ailleurs un concept en imitation raisonnée du concept de force de travail, c'est le concept de force de loisir. On sait que la force de travail présente cette caractéristique d'être épuisable et qu'il faut la reproduire, la reconstituer. C'est l'analyse de Marx, la célèbre. Voilà, c'est l'analyse de Marx. Et elle se reconstitue, donc la force de travail se reconstitue dans le loisir. Eh bien, inversement, on peut dire que le loisir, c'est une série de tâches qui sont fortes, qui demandent de l'énergie, ce n'est pas du tout le domaine de l'oisiveté. Le loisir nécessite également une force de loisir. Cette force de loisir présente la même caractéristique que la force de travail, c'est-à-dire qu'elle s'épuise et qu'elle ne peut se reconstituer que dans son contraire. Et son contraire, c'est le travail. Autrement dit, c'est dans le travail que se reconstitue notre capacité à avoir une force de loisir, de même que c'est dans le loisir que se reconstitue notre force de travail. Ceci est très important puisqu'en fait c'est sans doute un phénomène qui est un phénomène historique qui est au long cours, qui
qui correspond à une demande sociale qui s'est fait jour au XIXe siècle avec la disparition du temps rural qui était un temps un peu poreux où le loisir, l'obligation sociale et le travail étaient souvent plus ou moins mélangés. Donc on a eu une séparation des temps. Et le problème se pose, par exemple, pour les retraités. Les retraités sont face à la disparition de la contrainte primaire du travail. Et pour retrouver des loisirs, en fait, il faut qu'ils s'organisent leur temps avec une série d'obligations, d'occupations qui sont vécues comme des obligations, durant lesquelles, en fait, ils vont accumuler une force de loisir. Et on pourrait dire également la même chose. Alors, pour n'importe quel individu qui se trouve dans la situation de grandes vacances, durant les grandes vacances, naturellement, nous sommes confrontés à une sorte d'épuisement temporaire de notre force de loisir. Et notre force de loisir se reconstitue dans les tâches de reproduction domestique, de petites obligations auxquelles nous sommes obligés de répondre pour continuer à vivre au quotidien et qui, après, nous permettent justement de pouvoir faire la fête ou vivre pleinement le loisir. Donc, de ressentir à nouveau à l'intérieur même des vacances cette idée qu'il y a un temps libératoire par rapport à un temps où il y a un peu plus d'obligations. D'ailleurs, pour illustrer cet extrême affairement du loisir, ou des gens qui se consacrent au loisir, on en connaît beaucoup, qui ont toujours 1000 choses, des contraintes à faire. Vous dites d'ailleurs que le loisir, c'est du boulot, pour montrer que ça n'est pas justement à rapporter à la catégorie de l'oisiveté. Absolument, oui. Le loisir, c'est du boulot et c'est épuisant. Bien évidemment, ce n'est pas le plaisir qui définit le loisir. C'est-à-dire c'est vraiment le caractère libératoire. Un loisir peut procurer de l'insatisfaction, il peut procurer de la colère, de la révolte, de la déception, il peut être totalement raté, il ne reste pas moins que c'est un loisir. Même si pour aller... parce que libératoire. Parce que libératoire. Mais naturellement, si pour aller faire un match de tennis, vous tombez dans un embouteillage, vous avez ensuite un accident et puis vous cassez votre raquette après avoir mal joué, ce loisir, ce loisir débouche sur une forte envie de revenir au travail. Après le jeu, après le loisir, il reste donc le sport. Si tout loisir n'est pas sportif, le sport est un loisir. Mais peut-être que tous les sports ne sont plus des loisirs. Il y a peut-être la distinction entre le sport-loisir et le sport-spectacle. Là, nous entrons dans le cœur même du sujet. Je pense que l'ensemble des sports est divisé en deux systèmes qui ne sont apparus en fait qu'assez récemment, mais le monde du sport, comme l'univers, est en expansion. Le premier système des sports, c'est un système où on rentre en compétition contre les autres. Avec les autres, mais contre les autres. On se mesure aux autres. Qui sont des quasi-égaux. Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour que ce système ait un sens, pour que le système fonctionne, c'est que le résultat doit être réversible d'une partie à l'autre. Si le résultat n'est pas réversible d'une partie à l'autre, c'est que le système est mal organisé, qu'il y a quelque chose qui a été raté dans le système. Je vais prendre un tout petit exemple. Lors de la dernière Coupe du Monde de rugby, dans les premiers tours, on a des matchs qui se terminent par 80-10. Alors ça n'a strictement aucun intérêt et ça n'est pas du sport. C'est un défaut d'organisation. Alors, il s'agit de présenter un petit peu, mais c'est une erreur d'organiser de tels matchs. Ça pourrait avoir un sens si, lors de la revanche, l'équipe qui a marqué 10 points pouvait avoir une chance de gagner. Mais ils peuvent se rencontrer 20 fois, ça se terminera toujours de la même manière, par 80 ou 90 à 10. Donc c'est une erreur d'organisation. Le premier système est un système qui est fondé sur la rencontre des quasi-égaux.
Avec l'incertitude, avec un principe d'incertitude. Donc Ouais. ce qui fait que le cœur même du premier système, c'est l'incertitude. C'est pour ça que l'incertitude du sport, c'est l'incertitude du premier système des sports. Alors je suppose qu'on reviendra sur les caractéristiques de ce premier système, mais tout de suite on peut indiquer que le second système des sports, c'est un système où on ne rencontre pas les autres pour se mesurer à eux, mais on se mesure d'abord à soi-même. On est sa propre unité de mesure, et lorsque l'on rencontre les autres, c'est non pas pour essayer d'être meilleur qu'eux, mais au contraire pour s'afficher comme l'un parmi d'autres, dans une très large distribution de compétences et d'aptitudes, donc pour faire apparaître l'inégalité des hommes, et derrière cette inégalité, en fait, l'égalité du genre humain. C'est la raison pour laquelle, dans les grandes épreuves de masse, je pense au marathon, naturellement, qui est un peu l'espèce de symbole de tout ça, dans les marathons, à l'arrivée d'un marathon de masse, tous les participants au marathon de masse, je ne parle pas du marathon de l'élite qui s'est déroulé un petit peu avant, reçoivent la même médaille pour montrer que, en fait, tout le monde est égal en mérite. Donc, c'est-à-dire que les deux systèmes mettent en valeur la notion d'égalité, mais en font un usage absolument différent. Donc il y a bien une distinction entre les deux systèmes. Dans ce second système où il y a une rivalité de soi avec soi, l'égalité, elle est là. C'est que tous les hommes sont égaux dans cette rivalité de soi avec soi. Mais dans une compétition de marathon, se mêlent à la fois des gens du premier système et des gens du deuxième système. Il y a bien des égaux qui vont être des rivaux avec une compétition classique. Alors, ce qui se passe justement, l'intelligence de l'organisation du marathon, mais enfin, qui s'est faite de façon spontanée, naturelle, c'est que les deux systèmes sont présents dans les grands marathons, où il y a d'une part, le premier système est représenté par la course de l'élite. Ce sont des gens que l'on paye pour venir courir et qui sont on peut dire des quasi-égaux, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se départager dans une rivalité en luttant les uns contre les autres. Et puis il y a le second système est représenté naturellement par les dizaines de milliers de participants qui, eux, ne vont pas courir contre les autres, mais avant tout, je dirais, par rapport à eux-mêmes, pour essayer de se situer dans cette vaste distribution de compétences inégales. Ce qui compte, c'est que dans la course, les deux systèmes ne soient pas mélangés. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas partir ensemble ceux qui sont payés pour courir et ceux qui payent pour venir courir, qui sont les marathoniens de masse. Lorsque, dans une épreuve, il y a un défaut de conception, c'est-à-dire qu'on mélange, vraiment sans les séparer, les deux systèmes, eh bien, on aboutit à des catastrophes. Et c'est ce qui s'est passé assez longtemps dans le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, au départ, était plutôt une épreuve du second système, où on venait avant tout pour participer. Et puis sont arrivées quelques grandes écuries avec des moyens considérables, qui, elles, se livraient une course, je dirais presque à mort dans tous les sens du terme, parce qu'il en dépendait des conséquences financières. Et les deux courses n'ont pas été séparées. Et ce qui fait qu'on a abouti à une extrémisation de la course avec un cortège de décès, de scandales, etc., qui en même temps a fait la propriété même du Paris-Dakar, qui était essentiellement une course transgressive. Et transgressive à tout point de vue, mais y compris même de l'ordre du sport. Dans cette rivalité entre des quasi-égaux, avec cette incertitude dont on parle, si l'incertitude disparaît dans ce premier système, ne fait-on pas surgir à ce moment-là une autre logique, qui est celle du record, par exemple ? Naturellement, le sport-spectacle est guetté par un danger qui est celui de la perte d'incertitude, la fuite d'incertitude, la domination d'un compétiteur ou d'une équipe sur les autres. Et aussi également d'un compétiteur aidé par une équipe. Enfin, on voit ça par exemple dans le cyclisme.
Lorsqu'il y a une trop grande domination, le sport-spectacle, à la limite, ne peut plus être possible. Il y a d'ailleurs des sports qui ont beaucoup pâti de cette situation, comme le cyclisme au temps d'Eddy Merckx. Il y a des sports qui en pâtissent de façon régulière, comme le tennis, avec des périodes de grande domination, ou également l'athlétisme. C'est d'ailleurs sans doute l'une des explications de la régression de l'athlétisme dans la hiérarchie des sports mondiaux. Lorsque il y a une trop grande domination, eh bien, l'incertitude se déplace. Et pour déplacer l'incertitude, eh bien, on crée la notion de record. On déclare que le compétiteur doit rentrer dans l'histoire, comme on dit, c'est-à-dire en fait disparaître aussitôt dans l'histoire, soit en battant des records si on est dans un sport où il y a des temps, soit en accumulant les victoires. Ou en accumulant des caractéristiques à l'intérieur même de ces victoires. Donc, par exemple, dans un tour, on dira il en a gagné 5, mais c'est la première fois que dans un tour, on a le maillot jaune du début à l'arrivée, ou qu'on a le maillot jaune du début à l'arrivée, que l'on a gagné en plus 5, 6 ou 7 étapes, dont 3 étapes de montagne, etc. Donc, on essaye de suppléer à la domination qui menace d'extinction l'incertitude du sport en sélectionnant des objectifs de substitution, mais qui ne sont pas ce sont quand même des objectifs transitionnels qui permettent au spectacle de respirer un peu en attendant qu'une véritable rivalité entre les hommes puisse se reconstituer. Vous utilisez un vocabulaire qui vient des sciences naturelles. Vous faites la distinction entre l'hypertélie et l'eutélie, entre d'un côté l'accroissement anormal d'un organe, par exemple chez les mammifères, et de l'autre côté, au contraire, un organe qui se développe de manière strictement utile et adaptée. Alors il y aurait des sportifs hypertéliques. Voilà, il y a effectivement, c'est un prolongement de la réflexion précédente. Il y a des sportifs qui constituent des palmarès absolument inutiles. Et la preuve que ce palmarès est inutile, c'est la postérité qui la donne, en fait. Et le cas typique, naturellement, en cyclisme, c'est Eddy Merckx, qui n'était pas surnommé pour rien le cannibale, et qui a constitué un palmarès absolument impressionnant, mais qui prouvait simplement qu'il n'avait pas de rivaux. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a eu des rivaux qui se sont présentés, a fait en sorte de les éliminer, ce qui sera le cas de Cagna lors d'un Tour de France célèbre, alors que s'il avait eu un peu d'intelligence du spectacle, il aurait tout fait pour mettre en valeur ce rival. Il y a des palmarès qui sont donc hypertéliques, c'est-à-dire qui deviennent nuisibles par leur extension, à la fois à la personne même qu'il constitue et également au sport dans lequel il évolue. Alors qu'il y a des palmarès qui, au contraire, sont miraculeusement équilibrés et qui pourraient être bien plus impressionnants et qui laissent des traces dans la postérité. On observe que les légendes, par exemple sportives, sont pas des légendes de déséquilibre. Et pour moi, le grand palmarès eutélique, c'est le palmarès de Fausto Coppi dans le cyclisme. Mais Bernard Hinault est également dans ce même ordre d'équilibre. Cyril Guimard, qui l'a entraîné, rendait fou Eddy Merckx, puisqu'il disait que, il dit toujours d'ailleurs que Bernard Hinault aurait pu remporter 8 Tours de France
et qu'il était beaucoup plus doué que Merckx, en fait. Il a su constituer un palmarès, y compris il a remporté Paris-Roubaix, qui était une course qu'il détestait, il considérait que c'était du tirage au sort. Bon, il a remporté Liège-Bastogne-Liège dans des conditions effroyables, enfin, sous la neige. Il a réussi à se forger un palmarès qui est un palmarès de légende, mais qui est un palmarès eutélique. La notion de rivalité entre quasi-égaux, qui caractérise le premier système, avec l'incertitude, etc., elle s'accompagne aussi de l'idée de tension. Et c'est le fait qu'il y ait de la tension, même un culte de la tension, c'est particulièrement vrai dans le sport-spectacle, ne nous autorise pas à utiliser l'image, par exemple, de la guerre, qui est une métaphore qui, pour vous, n'est pas opérante, n'est pas satisfaisante. Oui, alors enfin, je dirais il y a deux choses. Il y a des mauvais sports-spectacles et il y a des bons sports-spectacles. Alors le bon sport-spectacle, c'est celui qui ne va livrer son verdict que tout à la fin. Autrement dit, c'est lorsque on va vraiment avoir affaire à des quasi-égaux et donc à une incertitude maximale, égaux représentant donc des collectivités. Et la corde de l'incertitude va permettre de tendre, je dirais, la corde de l'identification. Lorsque l'on observe ce type de sport-spectacle réussi, on doit dire et c'est quelque chose d'ailleurs que nous pouvons éprouver nous-mêmes subjectivement lorsque nous regardons ces spectacles, que le sport est là essentiellement un culte de la tension compétitive. La question de savoir si ceci a un rapport avec la guerre est une autre question. Je ne crois pas que le sport ait pour fonction de purger les passions, qu'il ait pour fonction de remplacer la guerre, qu'il ait pour fonction de capter les pulsions de l'humanité à en découdre. Et ceci depuis, je dirais, l'origine, depuis les Jeux Olympiques, lorsque les athlètes ont eu pour première fonction de symboliser l'affrontement des cités. Cette symbolisation a été parallèle avec la montée de la guerre moderne chez les Grecs. Et de même, on peut remarquer que l'expansion du sport du sport-spectacle, j'entends du sport-spectacle, dans nos sociétés est parallèle avec la montée des grands massacres, des grandes guerres qui ont eu lieu essentiellement au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soutenir que le sport-spectacle est pour un mécanisme cathartique, alors qu'au XXe siècle, on a enregistré à peu près la moitié des morts violentes enregistrées durant toute l'histoire humaine. Ça n'est pas possible. Donc, en fait, devant quoi on est plutôt devant une sorte d'addiction, je dirais, et de mise en réserve de la violence, de mise en réserve des pulsions violentes, de discipline de la violence. Précisons peut-être ces termes, cette distinction entre le cathartique et l'addictique. Alors, si le sport-spectacle, avec ses caractéristiques comme le supporterisme, etc., avait pour objet de calmer les pulsions, comme Aristote le dit dans le théâtre, hein, les passions qui se purifient par le spectacle théâtral. Voilà, de les apaiser en leur donnant une sorte de dérivation par le moyen du sport. D'une part, on n'aurait pas affaire à ces phénomènes d'augmentation de la violence, en particulier autour des stades, et d'autre part, on n'en aurait pas besoin, je dirais, non seulement une fois par semaine, mais pratiquement maintenant plusieurs jours par semaine. Ça, c'est plus la catharsis, ça arrive une fois de temps en temps.
Là, on n'est plus devant un phénomène de catharsis, on est plutôt devant un phénomène de tolérance au sens addictif du terme, c'est-à-dire qu'on a besoin, en réalité, pour supporter la vie, pour se supporter soi, et puis il y a d'autres raisons, en fait, on a besoin, à plusieurs reprises, par mois, par semaine, enfin c'est variable selon les individus, de ce spectacle qui souvent va vous laisser à la fin, non pas dans un état d'apaisement, c'est ça qui est important, mais parfois dans un état de joie parce que votre équipe favorite a gagné, mais le plus souvent, je dirais, dans un état de révolte, de colère, alors, qui peut être de colère vis-à-vis de l'arbitre, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des entraîneurs, vis-à-vis de ce sport qu'on a vu, de colère vis-à-vis de l'injustice, enfin le sentiment d'injustice qu'on a éprouvé. Donc on n'est pas du tout devant un phénomène d'apaisement, on est plutôt dans un phénomène de bouillotement permanent, de sentiments qui ne sont pas du tout des sentiments pacifiques. Comment expliquer cela ? Eh bien, ces équipes, ces supporters représentent une communauté de base à laquelle ils se sentent appartenir, qui pourrait avoir un destin et qui, tout à coup, devient visible par le fait même du sport. Et c'est, si vous voulez, c'est la manifestation sportive elle-même qui rend l'existence de cette société, de ces ensembles, visible. Et aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus que le sport qui a cette aptitude à rendre visible la société, en tout cas de façon aussi phénoménale, enfin aussi bouleversante. Ce n'est plus le travail, ce n'est plus la religion, ce n'est plus l'armée, ce n'est plus la nation en guerre, enfin, et donc, ou ça peut l'être, mais de façon très catégorielle, épisodique, etc. Donc c'est au travers du sport que se manifeste le fait que vous appartenez, qu'un individu appartient à une communauté. Et cette communauté peut être une communauté locale, loco-régional, pour utiliser encore un terme médical peut-être, mais c'est surtout, et c'est sans doute la base même de l'identification, base autour de laquelle s'opèrent toutes les autres identifications, c'est autour de la nation. La nation se rend visible aujourd'hui dans les manifestations sportives. Et il suffit de regarder ce qui se passe soit lors des Jeux Olympiques, mais peut-être plus encore, en tout cas, dans l'ensemble des pays où ce sport est le premier sport, à l'occasion de la Coupe du Monde de football ou des coupes continentales, des championnats continentaux de football. On voit très bien que là, l'identité, tout d'un coup, devient visible. Le fait même qu'existe une société devient visible. Et je crois donc que la dépendance, qui est un excès, en quelque sorte, de cette manifestation de l'identité, s'ancre véritablement dans ce phénomène qui est un phénomène politique sans politique, et qui, si vous voulez, en quelque sorte, donne l'occasion d'une manifestation peut-être à caractère religieux sans religion, parce que nous sommes devant la manifestation d'une transcendance qui est la transcendance de la collectivité, transcendance qui réapparaît au cours d'une manifestation où l'invisible devient visible, ce qui est la définition même du sacré. Et c'est pourquoi je crois que le sport est si important aujourd'hui, parce que
il nous aide à résoudre l'un des problèmes fondamentaux des sociétés désenchantées, à savoir comment recréer directement du sacré à partir du profane. Et alors même que dans les anciennes religions qui constituaient justement le sacré au travers desquelles se révélait la société, comme la religion catholique, je dirais, ont été très larges. Ces religions ont été, cette religion, enfin ces différentes formes de la religion chrétienne, ont été très largement vidées de leur dimension sacramentelle. Donc rappelons ici les analyses de Max Weber, par exemple, quand il parle du désenchantement du monde, c'est-à-dire d'un repli, au fond, du religieux de la sphère publique vers la sphère privée. Voilà. Alors que là, donc, dans le sport, nous assistons en quelque sorte à la compensation de ce retrait, à la diffusion du sacré, à la manifestation d'une transcendance donc collective, directement à partir du profane. C'est la différence essentielle entre le sport moderne et le sport antique, puisque les Jeux olympiques, qui étaient la plus grande manifestation de l'Antiquité, étaient une manifestation religieuse, où donc on produisait du sacré, le sacré à l'intérieur même de la religion, puisque c'était donc une manifestation religieuse. Et lorsque le sport vraiment réapparaît au travers des Jeux olympiques, mais également de l'ensemble des manifestations que nous avons décrites et évoquées tout à l'heure, là, nous avons le sacré qui est produit à partir directement du profane. C'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi le sport était si important. Et il m'a permis aussi de comprendre que le sacré n'allait pas disparaître de nos sociétés parce que la religion, et les religions à proprement parler étaient confinées, mais qu'il allait se diffuser à partir de la vie profane. Et peut-être sommes-nous en face je pense qu'on est en face d'une nouvelle ère, et c'est la fin d'une ancienne ère où la religion avait capturé le sacré. Alors ça, d'ailleurs, ça a été quand même assez largement décrit par un certain nombre d'ethnographes, d'ethnologues. Roger Caillois en parlait d'ailleurs. Il disait que la religion avait confisqué les puissances du sacré pour pouvoir justement les discipliner. En particulier, justement, les catégories du jeu qui étaient les catégories les plus dangereuses pour la société, à savoir la catégorie du vertige et la catégorie du simulacre. Et bien maintenant, ces catégories-là sont présentes dans le sport, et le sacré est en train de réapparaître directement à partir du profane. Alors, la religion ne se réduit pas simplement au sacré. Bon, le sacré, c'est ce qui est séparé, sacer en latin. Il y a aussi ce qui est de l'ordre du mythe, les grands mythes, les grands récits, et puis peut-être aussi la possibilité même de la pratique, presque une sorte de liturgie. Alors, est-ce qu'on retrouve la même chose dans le sport? Je ne pense pas qu'on est en face de mythes à proprement parler dans le sport. On est en face peut-être de mythologie, on est en face de récits. Pour l'instant, il n'y a rien de comparable avec les mythes religieux. En revanche, on est en face de liturgie, bien évidemment. Mais bon, on est en face de liturgie, on est en face de rites. Mais enfin, des rites, il y en a partout. Des rites, il y en a dans la société, il y en a toujours eu en dehors de la religion. Mais on est en face de liturgie, oui, en fait. Et c'est le caractère d'ailleurs liturgique, par exemple, du match de football, qui fait que le football est si peu réformable. Il est aussi peu réformable qu'une religion. Le sport, la religion sportive, par exemple la religion du football aujourd'hui est évidemment aussi forte, aussi puissante que l'ont été quelques très grandes religions autrefois. Enfin, on est devant des phénomènes d'une contrainte vraiment extraordinaire et qui prennent une
qui prennent une importance inouïe et qu'on n'avait jamais, enfin, dont on n'avait pas imaginé qu'elles puissent un jour les revêtir. Presque, il y a aussi la dimension quasi sacrificielle. Même, hein. Oui, il y a cet aspect-là. Alors, en même temps, je dirais, pour revenir sur votre question sur le mythe, je dirais que l'ascension de l'Annapurna, par exemple, par Maurice Herzog, Lachenal, l'expédition en 1950, avec surtout la descente, on est vraiment devant un récit mythique qui nous apprend des choses, qui nous tient un discours sur la mort, et on voit assez bien en quoi on est en face d'un processus de reconstruction de la mort, justement, avec la disparition de la mort comme connaissance révélée, les nouvelles... on est devant l'exploration d'une dimension qui est au-delà de la vie, et c'est ce que nous raconte un peu ce mythe. On est en face vraiment d'un mythe. On est en face d'un mythe qui n'est pas une mythologie au sens de Barthes. Par exemple, pour parler de la France, quand on évoque Édith Piaf, Marcel Cerdan. Alors Marcel Cerdan est un sportif, c'est vrai, mais la mythologie, le mythe pour le mythe Cerdan, il provient de la manière dont il disparaît dans des circonstances absolument inouïes. Un premier accident sur la ligne Paris-New York, l'avion, enfin, etc. Tout ce qu'on veut, son dernier match, etc. Ça nous raconte tout autre chose. Ça nous raconte une histoire d'amour impossible. Ça nous raconte les années 50, ça nous raconte aussi la misère humaine. Et là, on a des mythes. Parce que dans le sport, en tout cas en Europe, on ne peut pas dire qu'on a des mythes. On a des belles histoires, on a des histoires d'intégration, on a des histoires, des choses réussies, des choses moins réussies, mais on n'est pas devant des mythes. Alors, peut-être est-on devant un mythe avec, je dirais, Maradona. Il nous dit d'abord qu'il est aux prises avec la condition humaine, toutes ses petitesses, etc. Il nous dit aussi que le foot, ce n'est pas le spectacle de la justice, qu'il était licite de marquer un but de la main pour éliminer l'Angleterre. Enfin, il nous dit toute une série de choses qui sont au-delà du récit et au-delà de la simple raison. Alors, il a été question de la mort. Le sport entretient avec la mort des relations qui sont des relations complexes, qu'on pourrait expliciter. C'est particulièrement vrai dans les sports extrêmes. Hein. Et vous consacrez d'ailleurs de longs développements à ces sports extrêmes. Oui. Alors j'ai essayé de faire une typologie des pratiques dites extrêmes. L'extrême est une catégorie relativement difficile à définir. Je dirais qu'une pratique extrême, c'est une pratique où l'on se confronte soit à des tâches anormales, pas forcément dangereuses d'ailleurs, puisque la mort est le sujet de certaines pratiques extrêmes, comme l'alpinisme, mais ça n'est pas le sujet d'une pratique extrême comme le marathon, qu'on peut considérer comme une pratique extrême de masse. Et l'extrême est une pratique qui entretient un rapport extrêmement lâche avec la notion de compétition contre les autres, je dirais. Et c'est pour ça que la Formule 1 n'est pas une pratique extrême. Ça n'est pas une pratique extrême, non pas parce que la Formule 1 est aujourd'hui ultra sécurisée. Vous pouvez rentrer à 250 à l'heure dans un mur, prendre feu, et 15 jours après, vous allez vous remettre dans un baquet. Mais parce que dans la Formule 1, vous êtes en fait complètement dévoré par l'idée de compétition contre les autres. La première catégorie d'extrême que je distinguerai, c'est ce que j'appelle l'extrême d'aventure. Alors l'extrême d'aventure, c'est l'univers des premières.
Par exemple, aller le premier à l'Everest, aller traverser tel océan, et avec des objectifs de substitution. C'est-à-dire, une fois que on a traversé tel océan en équipage, on essaye de le traverser seul, et puis après on essaye de le traverser à la rame, et puis on essaye de le traverser en surf, à ski comme Rémi Brica, à la nage, tout ce qu'on veut, donc avec des objectifs de substitution. Mais c'est quand même l'univers des premières. Alors cet univers des premières, bien que ce soit, j'utilise le terme d'aventure, on est quand même dans l'ensemble assez loin, et c'est ce qui distingue l'extrême de l'aventure, on est assez loin de l'ancienne aventure. C'est-à-dire l'ancienne aventure, ça n'était pas le moyen de s'explorer soi en se confrontant à des éléments. L'ancienne aventure, c'était aller découvrir les autres sociétés, les autres individus. Et dans des pratiques dites que je dirais d'extrême d'aventure, comme les premières expéditions à l'Everest, il y avait encore ce mélange d'extrêmes, c'est-à-dire où on essayait de s'explorer soi, et également on allait vers les autres. Ceci a disparu, c'est-à-dire que lorsqu'on allait à l'Everest par les voies népalaises, on commençait par une expédition qui durait plusieurs semaines, qui menait de Katmandou jusqu'au pied des premières pentes. Alors que maintenant, ceci est escamoté, on vous dépose le plus haut possible maintenant, d'ailleurs, des camps de base, par exemple, pour l'Everest. Donc on escamote les autres, pour mieux n'avoir affaire qu'à soi, je dirais. Et puis, vous avez une deuxième catégorie d'extrême, c'est ce que j'appelle l'extrême sportif. Alors là, on n'est plus dans l'univers des premières, on est dans l'univers de la répétition. Donc, on prend un défi avec un temps qui a été établi, généralement, et on essaye de le battre. Souvent, ces défis, d'ailleurs, sont des défis autogènes. Par exemple, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'institution qui déclare vous partirez de tel endroit pour aller à tel autre, et on décide d'enchaîner 3 parois à toute vitesse en trouvant soi-même ses moyens de locomotion. Là, et puis on établit un record. Là, on est dans l'extrême sportif. Alors très rapidement, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite, et que je sais pas, le mur de l'Eiger, qui était un truc épouvantable, maintenant on enchaîne ça avec. Mais parce qu'on est dans l'univers de la répétition, donc on sait par avance où on va, ce qu'on va faire. On est dans le sport, donc dans la répétition, dans l'automatisme. Il y a une deuxième forme d'extrême sportif, c'est l'extrême sportif institutionnalisé. Par exemple, le Vendée Globe Challenge. Donc vous avez une compétition contre les autres, institutionnalisée, mais en fait très rapidement, il y a de tels écarts que ça n'est plus ça qui intéresse d'ailleurs les gens qui suivent, ni souvent les compétiteurs, encore que bon, ils font attention à leur place. Et ce qui emporte tout l'intérêt, c'est la confrontation de chacun à l'univers hostile dans lequel il est plongé. Et puis il y a une troisième catégorie d'extrême, eh bien c'est justement l'extrême de masse, qui consiste vraiment à, n'ayant que des compétences limitées, enfin qui sont les siennes, à s'explorer dans des tâches qu'autrefois on n'aurait jamais imaginé pouvoir atteindre. C'est l'employé de bureau qui fait ses 42 km 195 à pied, ou sa grande randonnée à ski collective, alors qu'autrefois, le marathon, c'était par excellence la course au rôder la mort. D'ailleurs, enfin, le mythe, la légende du marathon, sans doute fausse d'ailleurs, enfin sans doute inventée, c'était ce messager qui vient annoncer la victoire au prix de sa propre vie. Vous dites d'ailleurs sur le marathon que c'est un apprentissage de la survie.
Et vous reliez même ça d'ailleurs à une sorte de sentiment écologique montant, la renaissance du marathon. Je dirais que ma méthode d'investigation est fondée sur la participation observante. La participation observante qui est, je dirais, le contraire de l'observation participante. C'est-à-dire vous livrez à une activité, puis sans objectif d'enquête, et puis un jour, eh bien, vous êtes amené à réfléchir sur cette activité. D'emblée, cette réflexion fondée sur l'interrogation subjective de votre propre pratique et de l'observation spontanée de ce qui s'est passé autour de vous, vous évite des contresens, des contresens qu'on rencontre partout. Alors, j'en donnerai un exemple. C'est que j'ai commencé au cours de mes études sur les loisirs par m'intéresser au tiercé. Et étant d'un milieu ouvrier, donc tout le monde joue au tiercé. Moi-même, j'avais joué au tiercé avant de décider d'en faire un objet d'étude. Et la première chose que vous savez, spontanément, c'est que le tiercé n'est pas un jeu de hasard mathématique, et que les tiercéistes ne jouent pas au hasard. Les seuls qui jouent un petit peu au hasard sont ceux précisément qui n'ont pas assez de connaissances ni d'informations, et qui donc d'ailleurs généralement se fient à des pronostiqueurs, des choses comme ça. Alors que dans tous les ouvrages qui traitaient de la question jusqu'à ce que, je dois dire, je fasse ma thèse et un livre sur le sujet, commençaient par dire, Cazeneuve, Roger Caillois, etc., que les paris sur les courses de chevaux sont des jeux de hasard. Non, ce n'est pas des jeux de hasard. Et après, en réfléchissant, j'ai compris pourquoi est-ce que ce n'était pas des jeux de hasard, pourquoi le hasard mathématique n'était pas présent dans ce type de pari, pas plus qu'il n'est présent dans n'importe quelle compétition organisée. Eh bien, pour le marathon, c'est la même chose. C'est-à-dire que ayant commencé à courir, à faire des semi-marathons, à m'entraîner chaque jour, etc., et puis également à m'interroger sur les modes d'entraînement, je me suis aperçu que ça n'était pas du tout fondé sur la résistance, sur ce qu'on appelle l'intervalle training. Ça, c'était vraiment bon uniquement pour les gens qui, justement, étaient dans l'élite, enfin, ou dans la demi-élite. Mais que c'était une pratique qui consistait à essayer de durer, et pour essayer de durer, donc, à travailler son endurance. Donc, toujours en aérobie, et en essayant que le but, c'était de maximaliser l'usage de ressources restreintes qui sont les ressources en oxygène. Donc une fois que vous avez compris ça, l'organisation interne, enfin, la substance même de ce qui fait courir le marathonien, celui qui s'entraîne au marathon, parce que naturellement dans un marathon, il ne faut surtout pas essayer de rentrer en résistance, sinon vous n'irez pas au bout, surtout éviter l'anaérobie. Eh bien, vous mettez en œuvre après ce qu'on vous a appris dans les universités, à savoir donc la recherche d'homologie dans la société. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut correspondre dans la société au moment où arrive le renouveau du marathon? Eh bien oui, ce sont les angoisses écologiques. Donc il y a une espèce d'homologie tout à fait évidente et frappante entre la montée des inquiétudes sur l'avenir de la planète, est-ce qu'on va continuer à pouvoir respirer, etc., et le développement de ce type de pratique qui se présente assez directement comme l'apprentissage d'une conduite de survie dans un univers qui tout d'un coup a changé de signe, c'est-à-dire qui est devenu un univers sous alerte permanente. Alors, puisqu'on parle des sports de l'extrême, ça ne vaut pas que pour les sports de l'extrême, c'est la question du dopage. Sur le dopage, vous dites un certain nombre de choses qui peuvent paraître choquantes d'ailleurs, car vous ne chevauchez pas finalement les terrains convenus, vous posez des questions très impertinentes. Alors, qu'est-ce que le dopage d'abord? Comment définir le dopage? Alors, le dopage, substantiellement,
c'est recourir à des aides artificielles à la performance. Légalement, c'est recourir parmi les aides artificielles à la performance à celles qui sont interdites. Et celles qui sont interdites sont très limitées par rapport à l'ensemble des aides artificielles à la performance qui sont utilisées non seulement par les athlètes, mais par, je dirais, chacun de nous. En un sens, tous les athlètes donc sont dopés, puisque tous les athlètes, amateurs, professionnels, font appel à des aides artificielles à la performance, avec le savoir emmagasiné, permettent de construire des plans de préparation biologique de la performance. Ça, c'est véritablement une aide artificielle à la performance. Et une aide d'ailleurs que très peu de gens remettent en cause. Alors moi, mon problème, ce n'est pas de la remettre en cause, c'est de dire que le dopage au sens légal du terme n'est qu'un avatar de la préparation biomédicale de la performance, la médecine de la performance, qui est une médecine absolument différente de l'ancienne médecine qui était une médecine destinée à restaurer la santé en cas d'atteinte. Là, on est devant une médecine qui est une médecine d'optimisation des ressources. Donc on est évidemment dans l'artifice. Alors ça, c'est la première chose que je dis. La seconde chose que j'ai dit, c'est que la démarche naturelle pour l'homme, j'ai bien l'homme au sens générique du terme, c'est de se doper. C'est-à-dire, c'est de s'améliorer, et de s'améliorer au moyen des connaissances qui ont été mises, et qui ont des connaissances, des savoirs, des expériences, de tout ce qui a été accumulé par l'expérience humaine. Je dirais même que la condition humaine, c'est ça. C'est la culture, au fond. C'est la culture. C'est l'antinature. Voilà, c'est l'antinature. Et donc, ne pas se doper, c'est-à-dire renoncer à un certain nombre de produits, de processus, de procédés qui sont le fruit de la connaissance humaine, ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'homme dans son histoire, et donc c'est ce qui demande un effort considérable. Ça demande de passer à une réflexion supérieure par rapport aux réflexes qui sont les réflexes de l'homme, qui est d'essayer d'être mieux, d'être meilleur, d'utiliser la culture technique à sa disposition. Alors, le dopage a pris peut-être aussi d'autres formes et une autre mesure entre la diététique et la chimie lourde ou des interventions plus invasives. Peut-être n'est-on pas dans une simple continuité. Mais par exemple, vous dites, d'un point de vue historique, qu'il est contestable de supposer que le dopage n'intervient qu'avec le sport-spectacle, comme vous contestez le fait que le dopage soit à relier à la logique du profit. Alors, vous précisez cela. Ce que l'on sait, c'est que des gens se dopent, utilisent des produits dopants, alors qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire, parce que ceci ne va rien leur apporter au niveau financier, et que la performance qu'ils vont accomplir est une performance qui va rester absolument privée. Ce qu'on dit d'habitude, c'est que c'est l'argent qui crée, l'envie de l'argent qui crée le dopage. Alors c'est en partie vrai au niveau, bien évidemment, puisqu'on a des investissements d'athlètes dans des dépenses qui sont destinées effectivement à gagner et puis après à récupérer en contrepartie ces gains par des contrats publicitaires ou autres. Mais on peut dire aussi, et c'est ce qui se passe au niveau du cyclisme en particulier, que l'argent est aussi un moyen de réguler le phénomène du dopage, puisque les sponsors, les entreprises, en particulier les entreprises non sportives, ne peuvent supporter de voir leur image altérée par des scandales de dopage. L'argent est à la fois ce qui incite certains à vouloir se doper, mais en même temps, c'est l'argent en jeu, mis en jeu par les entreprises, qui permet d'exercer un minimum de régulation du phénomène.
Et puis le sport, le dopage, pardon, n'a pas attendu le sport spectacle, hein, comme vous le dites. Au fond, il est assez consubstantiel au sport. Oui, il est tout à fait, il est consubstantiel au sport, tout simplement parce que dans les sports où on lutte contre les autres, je dirais de façon tout à fait basique, on cherche à l'emporter, quel que soit même le gain. Donc c'est une forme de tricherie qui est destinée à rompre l'équilibre de l'égalité des chances, de façon à pouvoir l'emporter. Et donc il se retrouve même dans des compétitions tout à fait informelles qu'on peut se livrer entre amis. Vous ne dites pas qu'il faut laisser comme cela les choses se faire, mais au fond, c'est une lutte réglementaire. Et que la réaction moralisante est une réaction qui, au fond, est assez inopérante. Oui, c'est ça. Moi, je crois que par rapport à la question du dopage, il ne faut pas faire de petite morale. Alors, c'est une tricherie parce que ça met en cause l'organisation même du sport. En même temps, il n'est pas toujours évident d'arriver à identifier en quoi ça nuit au sport-spectacle, puisque ça permet à des moins bons de devenir aussi bons que les autres. Donc ça permet d'augmenter la rivalité. Donc d'une certaine manière, ça permet d'augmenter l'incertitude du spectacle. C'est pour ça que le doping n'est pas, enfin, ce qu'on appelait autrefois le doping, n'est pas toujours perçu pour ce qu'il devrait être. Je cite toujours l'exemple de la RDA, c'est-à-dire à l'époque de la RDA, le dopage avait permis à la RDA de devenir un concurrent direct en termes de niveau de performance des États-Unis et de l'URSS. Donc c'était la grande époque de l'athlétisme et on faisait des triangulaires entre la RDA, l'URSS et les États-Unis. Bon, le mur de Berlin est tombé, il y a toujours du dopage bien évidemment, mais ça n'a rien à voir. Et l'athlétisme aussi est tombé. C'est-à-dire que je crois qu'aux États-Unis maintenant ça doit être le 29e ou le 30e sport, ça n'intéresse plus personne. Et il y a des problèmes justement de dopage qui ne cessent d'être révélés. Mais en même temps, il est évident que le dopage dans l'athlétisme avait construit de la rivalité et donc du spectacle. Moi, je crois que donc, il faut partir de l'idée que tous les athlètes utilisent des aides artificielles à la performance, que dans le sport de haut niveau, on ne peut pas viser à éradiquer le phénomène interventionniste, mais qu'il faut arriver à le régulariser pour éviter les ruptures d'égalité, pour maintenir la santé des athlètes, sachant que le sport de haut niveau n'a jamais eu pour but de garantir une meilleure santé, et que si on veut vraiment se préoccuper de la santé des athlètes, il faut commencer par interdire le sport de haut niveau. Voilà, donc il faut essayer de régulariser ce phénomène. Et je dirais que ça ne sert à rien d'avoir des listes énormes de produits si on n'est pas capable de contrôler l'effectivité des interdits. Donc le dopage renvoie, d'une certaine manière, la question du dopage renvoie le sport à ces contradictions. C'est donc peut-être en se confrontant à ces contradictions qu'on peut essayer non pas de sortir du dopage, hein, mais à l'intégrer, d'une certaine manière, dans la dynamique sportive, mais de façon maîtrisée, domestiquée. Oui, il me paraît comme être tout à fait aberrant que on considère normal de pratiquer l'électrostimulation, qui est vraiment l'aide artificielle à la performance typique, où je n'y connais pas, et que l'on recherche un certain nombre de produits qui sont sans grand intérêt. Enfin, c'est vraiment très compliqué, puisque lorsque on s'est mis à rechercher le PO, qui stimule la production de globules rouges,
et qu'on a assez distingué entre des sportifs propres et des sportifs qui les témoins. Il y a des sportifs propres qui se sont dit nous, on ne va pas utiliser le PO, on va utiliser des moyens naturels et donc on va vivre notre vie quotidienne dans des caissons hypobares de façon à avoir une stimulation qui est celle de la stimulation de la production de globules rouges qui est équivalente à celle que l'on peut obtenir lorsqu'on vit en altitude. Or, naturellement, c'est une aide artificielle à la performance tout à fait évidente. Enfin, c'est une intention dopante qui ne... Donc, c'est très difficile d'arriver à distinguer... on vit dans, comme je le disais tout à l'heure, l'humanisation est faite d'aide artificielle à la vie et comme à la performance. Nous allons finir en beauté avec les 4 théories que vous esquissez, 4 théories empiriques que vous esquissez à la fin de votre livre « 8 leçons sur le sport », qui sont une sorte à la fois programmatique et synthétique. Voilà, c'est-à-dire que j'ai voulu à la fin essayer de montrer que le moindre propos que l'on pouvait tenir sur le sport, en fait, supposait des constructions théoriques qui témoignaient de la complexité du phénomène. Donc, pour arriver à parler du sport comme nous en avons parlé, il faut d'abord avoir une théorie du loisir, ce qu'est le loisir, ce qu'il n'est pas, et comment il s'articule dans la période contemporaine au travail, articulation qui permet d'ailleurs de comprendre l'importance qu'a pris le sport dans nos sociétés. Il faut en second lieu avoir une théorie de la pratique sportive, et c'est la distinction que j'ai opérée entre les 2 systèmes des sports, le système du sport où l'on rentre en compétition contre les autres et le système des sports où on est à soi-même sa propre mesure. Il faut avoir également, 3e théorie, une théorie du jeu, une théorie à la fois de la distinction des catégories et des formes du jeu et également donc, une analyse des différentes facettes substantielles du jeu, les catégories du jeu. Et il faut également avoir une conception même de l'évolution de la religion dans nos sociétés. Ce sont les 4, de façon à arriver à identifier le phénomène du sacré dans le sport, à laquelle je me confronte très directement parce que je crois qu'elle est centrale et que c'est celle qui donne véritablement du sens à la notion d'identification, la société qui se rend visible dans la liturgie sportive. Question qui souvent fait peur aux gens qui parlent du sport, et question souvent que certains philosophes ou sociologues, ou enfin des jeunes, évitent, car elle leur fait un peu peur par ses implications. Vous risquez même de dire à la fin une 5e théorie. Vous dites qu'on peut envisager une 5e théorie concernant ce phénomène à la fois centripète, le fait que le sport rassemble, et puis centrifuge, il provoque l'éclatement, cette sorte de logique contradictoire. Voilà, c'est en fait la dialectique même de la modernité, c'est la dialectique de la similitude et de l'écart. Si les gens éprouvent l'envie, le goût, la passion de se distinguer au travers d'un spectacle où ne s'opposent que des quasi-égaux, c'est précisément parce qu'ils ont fait l'effort nécessaire au départ de se réunir sur des pas identiques et donc de se ressembler en tant qu'individus supportants.
On est là en face d'une dialectique qui est une dialectique que l'on repère un peu partout dans la société et qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de ma réflexion, de mes études. Je l'ai découvert dans la mode, je l'ai découvert dans la production industrielle, je l'ai découvert dans l'automobile. On est toujours devant cette articulation de la similitude et de l'écart. Je dirais que le sport a sans doute une telle importance dans la société parce qu'il conjure les deux grandes peurs des contemporains. La première grande peur, c'est la dissolution des collectivités dans l'individualisme. Et la seconde grande peur, c'est la dissolution des collectivités dans l'uniformité. Et c'est à ce point d'insertion que l'on retrouve le sport qui donne à voir des collectivités diversifiées ou qui se pensent comme étant suffisamment diversifiées pour pouvoir être défendues comme telles, comme des identités. Alors vous dites, par ailleurs, ce qui peut surprendre, en tout cas, il y a tout un vocabulaire qui sert cette image, vous dites que l'artiste et le sport ne se rencontrent pas. D'une certaine manière, le sportif n'est pas un artiste et que le sport n'est pas un art. Que voulez-vous dire par là? Le sport n'est pas un art pour deux raisons majeures. Alors, la première raison, c'est que dans l'art, on ne juge jamais de la qualité par la quantité. Or, dans le sport, on juge de la qualité par la quantité. Moi, j'étais un formidable artiste avec un ballon quand j'étais... Mais je ne faisais pas le poids, je ne faisais pas le score, je n'avais pas les qualités qui permettaient d'être... Il y a des artistes, il y en a partout, mais avec un ballon. Mais ce qui fait le grand sportif, ça n'est pas ça, ça n'est pas d'arriver à faire des feintes, c'est d'arriver, il faut rentrer dans l'ère de la mesure. C'est la quantité qui détermine. Et la seconde raison, c'est que l'art n'est pas organisé autour du principe d'incertitude, il n'est pas organisé autour du principe de suspense. Dans l'art, il n'y a pas de suspense. Dans l'art, il n'y a pas d'incertitude. L'art, c'est un temps accompli que l'on peut revisiter. Et c'est ça une œuvre d'art. Tandis que le sport, c'est un temps qui va s'accomplir et qui n'a en fait pas beaucoup d'intérêt à être revisité après. Alors, on me dirait, oui, mais on revoit des matchs, des buts, des choses comme ça. Oui, mais c'est reconstruit, on reconstruit des choses. C'est l'œuvre peut-être qui fait la différence. Comment ? Il y a une œuvre d'art, il n'y a peut-être pas d'œuvre sportive à ce moment-là. Oui, enfin, on pourrait dire que maintenant, avec les moyens de reproduction, il y a des œuvres. Ou alors on est dans l'art performance, l'art éphémère, qui n'est pas de l'art. Je dirais que c'est un petit peu la différence entre le théâtre et le cirque. Le théâtre, c'est un art. Le cirque n'est pas un art. Au cirque, la question c'est de savoir si le trapéziste va tomber, si le jongleur va réussir son numéro ou non. On est dans le tremblement. Et on n'est pas dans l'apaisement pour essayer de voir ce qu'il y a derrière, ce qui est le propre de l'art. Alors, bien évidemment, on peut aller au théâtre comme on va au sport, c'est-à-dire, subjectivement, on peut toujours transformer le théâtre en cirque, si j'ose dire, et on peut voir le cirque comme un art, c'est-à-dire qu'on peut aller au cirque en faisant abstraction du suspense éventuel, en se disant que de toute façon il y a des filets, etc., que peu importe, et goûter tout ce qu'il y a autour du cirque, la nostalgie, la beauté,
l'imaginaire nomade que cela transporte. Donc subjectivement, on peut toujours transformer les choses, mais le sport n'est pas un art pour ces deux raisons. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce qui se passe sur les terrains, dans les enceintes, etc., n'est pas fait sans art. Mais c'est aussi la même différence qu'il y a entre l'art littéraire et le roman policier. J'utilise à partir du moment où un spectacle ou une œuvre est bâtie autour du principe d'incertitude, de suspense, à partir du moment où il est vraiment organisateur, on n'est plus dans l'art. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de l'art un peu partout, répandu, etc. Mais ce n'est plus le principe d'organisation. L'artiste est un créateur, le sportif peut créer aussi à sa manière un geste, il peut y avoir la beauté d'un geste, et ce geste singulier. Donc de ce point de vue-là, la métaphore artistique n'est pas complètement inutile. Voilà, c'est ce que je disais, ça n'est pas fait, on peut dire que ça n'est pas fait sans art. Donc c'est effectivement plus complexe. Il y a aussi un autre élément qui tente à me faire dire qu'on n'est pas dans l'art, c'est que ce qui caractérise le sport-spectacle, ce sont des phénomènes de foule. Alors, les phénomènes de foule ne sont pas des phénomènes de complexification. Ce sont des phénomènes de réduction qui ramènent en fait tous les individus à des états de conscience qui sont très simples. Ce qui n'est pas le cas de l'art. L'art, au contraire, ne vous rend pas identique à votre voisin et vous singularise, augmente la réflexion, vous donne à voir quelque chose que approfondit, je dirais, ce qui n'est pas du tout le cas du spectacle sportif. Même si, après, on peut toujours refaire le match, mais enfin, quand on refait le match, on ne fait jamais que refaire le match. Je peux vous poser comme dernière question, une question liée à la devise olympique, Situs, Altus, Fortus, devise que nous devons au père Didon d'Arcueil, ami de Coubertin. Elle est juste, elle demeure d'actualité. Ce premier point. Deuxième point, elle est fausse. Lorsqu'on regarde l'évolution des sports, on se dit que l'homme n'est pas meilleur. En soi, l'homme ne s'est pas amélioré. Ce qui s'est amélioré, ce sont les conditions dans lesquelles sont exercées la performance sportive, y compris les conditions subjectives, en particulier le fait que s'abaissent des frontières de temps, par exemple sur les courses de fond, ce qu'on considérait comme étant autrefois d'anciennes barrières, sautent. On voit très bien comment est-ce on fait progresser des individus. Par exemple, des coureurs de demi-fond ou de fond, eh bien, on leur fait fondre les muscles du haut parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc, vous aboutissez à des athlètes en fait, dont on dirait qu'ils sortent des camps de concentration. Là, j'ai vu quelques photos effroyables encore récemment, soit de Bekele, soit des Kenyans qui avaient participé à un semi-marathon dans ma province normande. Ils sortent on dirait vraiment qu'ils sortent d'un camp de concentration. Donc, on a essayé de maximiser leurs compétences initiales. Les pistes, maintenant, les pistes, enfin, il faut dire la vérité, les pistes, c'est du caoutchouc. On peut aller très vite sur des pistes en caoutchouc. C'est-à-dire que sur 100 mètres, il faut bien comprendre que sur 100 mètres, Tolan 32, Jesse Owens 36,
irait beaucoup plus vite que les Robocop qu'on construit avec des anabolisants, des hormones de croissance, l'électrostimulation. En plus, on les fait courir sur des pistes en caoutchouc et malgré tout, ils n'arrivent pas à descendre, difficilement à descendre en dessous de 9 secondes 7 ou 8, quoi. Bon, enfin, 9 secondes 8. Donc, je crois fondamentalement que c'est une représentation. Et donc, le sport est organisé pour faire croire que l'individu s'améliore. Non, son espérance de vie s'améliore quand il ne fait pas du sport de haut niveau. Mais en tant que tel, on ne peut pas dire que cette amélioration soit visée. Puis alors, la troisième soit atteinte, pardon. Et la troisième réflexion que ça provoquera en moi, c'est celle en fait qu'avait esquissé Coubertin. Parce que Coubertin, qui était un personnage passionnant, contradictoire, enfin, qui fait la synthèse entre le sport anglais, la tradition continentale, etc., qui au départ était opposé à la construction d'enceintes autour des stades, puisqu'il est opposé à la notion de sport-spectacle, tradition continentale encore. Il a quand même dit du dopage ce qu'il fallait en dire. Quand on a commencé à enregistrer les premières prémices, il a dit « le dopage, c'est l'excès d'entraînement ». Eh bien, on avait tout dit quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'excès d'entraînement qui provoque ce recours au dopage, puisque la performance dépend de l'ampleur de l'entraînement, donc des processus d'approfondissement de la fatigue et de surcompensation, qui peuvent être indéfiniment étendus grâce au recours au dopage. Nous avons parlé de la devise olympique, une devise qui comporte, d'ailleurs de façon assez ambiguë, à la fois l'idée d'accomplissement de soi, mais aussi de dépassement de soi. Donc il y a l'idée ici d'aller toujours plus loin dans la performance. Que pensez-vous des déclarations récentes d'une sorte de limite objective dans les performances, comme si nous allions atteindre à des dates données la limite objective, au-delà de laquelle on ne pourrait pas aller? C'est intéressant d'essayer d'élaborer des limites objectives. Dans l'état actuel, des données, c'est-à-dire à la fois des données physiologiques de l'individu, des données techniques de l'environnement du geste sportif, des données de l'espèce. Et c'est intéressant d'essayer d'identifier ces données pour nous permettre après de dire, vous voyez, elles sont dépassées. Alors, ça me fait un peu penser, ça, vous savez qu'il y a quelques grands scientifiques à l'époque où le chemin de fer est apparu, avaient dit... Des grands scientifiques, les meilleurs, avaient dit que l'homme ne survivrait pas à une vitesse de 40 km/h, ni à un passage sous un tunnel. Bien sûr, dans un certain nombre de domaines, des records vont durer. Et ils peuvent durer même relativement longtemps. Et puis, un jour, ils vont être dépassés. Ils seront dépassés pour plusieurs raisons. Ils seront dépassés parce qu'on aura transformé l'environnement technique et humain de la performance, et parce que également l'homme lui-même aura évolué. L'homme évolue, il est de plus en plus grand, donc ça aura forcément un impact sur la qualité et le niveau de ses performances. D'autre part, le réservoir humain à partir duquel se constitue la performance sportive est en augmentation. Non seulement parce qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la Terre, le démographe que je suis est à peu près certain que ça va s'inverser
aux alentours de peut-être entre 2050 et 2100, mais surtout parce qu'il y a des masses immenses d'hommes qui sont en train d'entrer dans la base de recrutement des sportifs. Et je pense naturellement à l'immensité du continent chinois, indien. Et donc vous allez là, dans cet univers, un jour ou l'autre, dans une discipline, vous allez tomber sur des phénomènes dont on n'a pas idée. C'est un peu le cas des Kenyans, ou des Éthiopiens. On est tombé sur des isolats humains, génétiques, qui accomplissent des performances qui tuent d'une certaine manière d'ailleurs la rivalité. Hypertélique. Oui, enfin ça, oui, alors vous savez comment on procède pour maintenir la rivalité, c'est-à-dire que ce sont les quotas nationaux aux Jeux Olympiques. Parce que s'il n'y avait pas de quotas nationaux aux Jeux Olympiques, à partir du 5000 mètres, il n'y aurait plus que des Kenyans, des Éthiopiens, peut-être un Marocain, un ou deux Marocains, et c'est tout, il n'y aurait plus des niveaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'environnement technique, un jour ou l'autre, il va se transformer dans un certain nombre de disciplines et on va aller de plus en plus vite. C'est ce qui s'est passé en cyclisme, avec les roues lenticulaires, la baisse des fourches, avec les casques profilés, indépendamment même du dopage. On a gagné quelques kilomètres/heure, enfin, donc ce qui est énorme, uniquement en transformant la machine. En athlétisme, c'est ce qui se passera sans doute dans un certain nombre de disciplines, je sais pas, la perche, mais également il suffira de transformer le matériau même des pistes pour aller plus vite, ou de trouver un nouveau type de chaussures, ou d'autoriser un nouveau type de chaussures. Donc le matériau humain. Et le matériau humain, oui, donc on va trouver, on va forcément... Il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas de limite objective. On est dans le cadre véritablement d'une orthogenèse, c'est-à-dire que le sport va continuer à se développer selon ses premiers principes. C'est-à-dire il va faire croire que l'individu s'améliore, alors qu'en fait, c'est l'environnement technique de la performance qui s'améliore, et également le champ de recrutement des personnes qui vont être en situation d'accomplir ces performances. On ne pourra pas dire pour autant que l'espèce humaine, en tant que telle, s'est améliorée. Certes, elle va continuer sans doute à grandir, puisque c'est un phénomène à caractère génétique, lié également à l'alimentation, aux soins, etc. Mais les indices de progrès de l'humanité, ce n'est pas les progrès des records. Le sport santé, c'est faire du sport toute sa vie, ça n'est pas accomplir des records. Et les critères d'amélioration de l'espèce, c'est essentiellement ce sont essentiellement des critères d'amélioration de l'espérance de vie et de la qualité de vie, notamment après un certain âge.